Bonjour à toi. Si tu es dirigeant de PME ou d'ETI, on va voir ensemble les 5 erreurs qui te rendent indispensable au quotidien et comment les corriger rapidement et de manière totalement actionnable. Et de passer d'un dirigeant stressé à un vrai visionnaire, un vrai stratège. La première erreur que je vois trop souvent pour une partie des dirigeants, ça va être le besoin de contrôle. Et donc là, quand tu as des dirigeants qui veulent tout le temps contrôler les moindres faits et gestes de leurs collaborateurs, jusqu'à leur planning du quotidien, là, tu peux pas avancer concrètement ton business. Et tu peux pas scaler. Parce que si tu restes dans l'opérationnel, tu pourras jamais faire plusieurs millions d'euros. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ton équipe soit autonome, qu'elle puisse gérer les imprévus à ta place, qu'elle soit responsabilisée et qu'elle puisse prendre des vraies décisions. Et donc là, ce qu'on va faire, ça va être un plan d'action qui peut être individualisé au collectif. Là, bien sûr, c'est par rapport à tes objectifs. Pour savoir si un plan d'action est pertinent, tu peux utiliser ce qu'on appelle la méthode SMART. Bien sûr, ce que je préconise aussi, ça va être ce qu'on appelle des rituels d'équipe. Je m'explique. Là, ça va être, pourquoi pas par jour, par semaine ou par mois. Donc, par exemple, ça peut être prendre la température. Ça peut être faire des réunions matinales. Vraiment pour savoir si les objectifs du jour ont été atteints et mettre en place les prochaines actions correctives. Donc toujours, en fait, ça, là, tout ce que je te dis, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. Et l'amélioration continue, ça veut dire faire plus dans tout avec moins. Et en deuxième erreur que je vois trop souvent, ça va être pas de process clair. Faut que tu vois ton entreprise comme un squelette humain. Sans squelette, il n'y a rien. Et là, c'est exactement ce qu'on veut faire parce qu'on va commencer la structure de ton entreprise. C'est-à-dire, on va commencer à améliorer les fondations, la structure, avant de faire les murs ou la déco si les fondations sont déjà déstabilisées. Et en fait, c'est ça la structure. Et ici, nous, ce qu'on peut utiliser en interne, que toi aussi tu peux utiliser, c'est ce qu'on appelle des SOP. Des SOP, ça veut dire Standard Operating Procedure. Et là, c'est une fiche complète de comment tenir un poste, comment être un opérateur sur une ligne de production, comment être un cariste, etc. Donc, pour chaque titre de poste, pour chaque tâche que la personne fait, tu vas devoir faire une SOP. Et là, ici, il faut qu'elle regroupe vraiment le tout. La première question qu'on se pose pour faire une SOP, ça va être comment tu fais les choses. Par quoi commencer ou comment et quels sont les résultats à atteindre, qui est très important. Et il faut que ça soit linéaire en fait. Étape A, étape B, étape C, jusqu'à arriver à l'étape Z. Il te faut vraiment tout. Et après, tu peux faire ce qu'on appelle des job aids. Des job aids, typiquement, ça va être sur une tâche critique. Qu'est-ce que c'est une tâche critique? Une tâche critique, ça va être une tâche qui te rapporte beaucoup d'argent, mais si tu la loupes, là, tu as du chaos. Et la job aid, en fait, c'est un peu en lien avec la SOP, mais c'est ultra précis, ultra personnalisé. Donc là-dessus, super important aussi de le faire. Et là, on peut construire un logiciel centralisé. Qu'est-ce qu'un logiciel centralisé? Ça permet de connecter tous les pôles de l'entreprise. Donc, une base documentaire, une base où tu vas connecter les SOP, donc les fiches missions pour les opérateurs, tes collaborateurs, et les job aids sur les tâches critiques. Donc, forcément, qui sont en lien avec les SOP. Et là-dessus, moi, je peux te conseiller un logiciel qui s'appelle Outline. C'est une base documentaire où tu poses ta question sur la base. Et si la base documentaire a été faite, une formation, une SOP, une job aid, une question, où là, tu as vraiment toutes les réponses sur Outline, sur le logiciel. Imagine, tu notes toutes les questions de tes collaborateurs, tu les marques sur une base documentaire. Donc ça peut être Outline, ça peut être Google Workspace, ça peut être Microsoft Office. T'imagines le temps que tu gagnes? Je te laisse réfléchir. Après, la troisième erreur,
ça va être de ne pas avoir de visibilité sur son business, ni sur sa stratégie, ni sur sa vision. Si tu veux vraiment atteindre des sommets, il faut faire des tableaux de bord. Des tableaux de bord, c'est comme dans une voiture. Si tu n'as pas de tableau de bord, tu ne sais pas à quelle vitesse tu vas. Et ici, on peut utiliser des KPI ou des OKR. C'est des indices mesurables sur ton business. Ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être la productivité de tes équipes, ça peut être les bénéfices. Et ensuite, tu dois partager ces résultats à ton équipe, bien sûr. Donc, en fait, tout ce que je te dis, c'est plus ou moins tous en lien, en fait, hein, quand tu regardes. Les rituels d'équipe, potentiellement, tu partages les résultats à ton équipe de la veille. Et là, ça va être super intéressant pour te dire, OK, on a cette étape-là, maintenant on va aller ici, à 3, 5 ans, et de connecter ses collaborateurs à une vision de ton entreprise. Et là, tu vas vraiment aller loin là-dessus. Et en quatrième erreur, ça va être ne pas former de relais, ne pas former de bras droit. Ici, avoir un bras droit, ça va être quelqu'un sur lequel tu peux te reposer et te dire, demain j'ai un problème, potentiellement mon bras droit, il peut interagir sur cette tâche, sur cette thématique, sur ce chaos. Et là, c'est super intéressant de pouvoir aussi se reposer sur quelqu'un et de ne pas compter seulement sur soi. Et pour avoir un bras droit, ce qu'il faut faire, tout d'abord, tu vas faire la montée en compétences. Bien sûr, tout ce que je te dis là, c'est en forme d'étapes. Donc en premier, tu fais l'autonomie de ton équipe, des plans d'action, des rituels d'équipe. Après, tu commences la structure, tu fais des tableaux de bord, donc vraiment dans un esprit d'avoir les résultats. Et maintenant que tu as tout ça, tu as tout formalisé, tu as une base documentaire, tu peux faire une montée en compétences en fonction des profils à fort potentiel. Qu'est-ce qu'un profil à fort potentiel? C'est quelqu'un qui va avoir du leadership, qui va pouvoir dire les choses aux collaborateurs et montrer une certaine aussi ambition d'aller plus loin vers les choses et avec vraiment une culture d'initiative. Tu lui donnes ça à faire, il va te faire ça. C'est ça qu'on veut ici. Donc concrètement, pour avoir un bras droit, deux choses à faire ici. Et en cinquième, ça va être recruter sans méthode. Comment tu recrutes avec méthode alors? Là, tu vas me dire, recruter sans méthode, ouais, mais moi, je le fais plus au feeling, je le fais plus à l'intuition, je ressens plus s'il y a quelqu'un qui va être bien pour mon business. Je suis d'accord avec toi. Tu peux pas tout calculer avec de l'abstrait. Et nous, ce qu'on va utiliser ici, ça va être, pourquoi pas, des tests de personnalité. Pour te en donner quelques-uns, tu retrouves en fait ici le disque. Donc ça, c'est sur l'aspect managérial. Et après, tu peux retrouver le MBTI. Tout le monde n'aime pas forcément ces méthodologies. Maintenant, elles marchent. Donc tu fais ce que tu veux, je te les donne. Et après, en deuxième, ça va être les grilles d'entretien. Les grilles d'entretien, tu poses telle question au collaborateur, et ici, tu marques sa réponse. Et après, ça te permet vraiment d'avoir une grille, ou même pourquoi pas, tu peux faire un barème avec un notage, tu mets des points en fait. Ça va te permettre d'être conscient de tes facteurs décisionnaires et pas de choisir une personne seulement à ton ressenti, mais vraiment être juste et pouvoir comparer différents candidats pour un poste précis. Voilà ce que ça permet la grille d'entretien. Très important aussi, qu'on oublie très souvent, ça va être le test cas concret. Tu vas lui dire, écoute, tu es sur le terrain, j'ai besoin que tu fasses une saisie des données, comment tu réalises la tâche. Ça va être super intéressant parce que tu vas mettre la personne dans peut-être son futur poste et tu vas voir comment elle réagit. Est-ce qu'elle va être stressée? Est-ce qu'elle va faire preuve d'initiative? Et là, ça va être super intéressant. La phase d'onboarding, où là, ça se joue sur, on veut que le collaborateur soit le 100% opérationnel le plus vite possible. Pour éviter qu'un collaborateur puisse être autonome au bout de 3 à 6 mois, maintenant, si tu fais toute la structure, tu fais exactement ça, tu délègues, pourquoi pas, un mentor pour ton collaborateur, pour le nouveau, là, tu peux réduire. J'ai vu des entreprises que j'ai pu accompagner à 3 à 4 semaines.
sur un poste qui est en plus managérial. Si tu as tout qui est prêt, et bien sûr, tu prends toujours l'initiative d'avoir son feedback pour toujours améliorer le processus d'onboarding, là, tu atteins des merveilles. Maintenant, si tu veux construire une roadmap, un plan d'action précis pour ton, pour ton business, sur une problématique, eh ben écoute, on peut le faire avec toi. C'est ce que je te conseille maintenant de faire, de prendre rendez-vous avec nous en description de YouTube et on va voir pour pousser vraiment ton business à un cap. Moi, c'était Alban et je te dis à très bientôt.